Bonsoir à tous, et je suis très heureux de voir beaucoup d'amis ici parmi vous, et en plus c'est l'occasion pour moi de faire un peu le point. Ça m'a permis de me replonger dans la recherche européenne et de voir où on en était par rapport aux objectifs qu'on s'était donnés il y a quelques années et quelles sont les perspectives. Alors, j'avais prévu 4 parties, une historique assez brève, puis ensuite l'actualité de l'espace européen de la recherche. Là, j'ai pas mal de documents qui viennent de la Commission européenne. Je vais peut-être les parcourir assez rapidement parce que c'est assez technique, mais ça donne une bonne idée de l'ensemble du financement de la recherche par l'Europe. Et puis les perspectives et défis, c'est là je crois qu'il y a pas mal de questions qui se posent par rapport à l'Europe d'abord aussi. Et donc il serait intéressant peut-être d'avoir sur ce point un débat, et puis je ferai quelques conclusions relativement générales. Tout d'abord, l'historique. Mais vous savez comme moi que la science moderne est surtout développée en Europe dès le XVIe siècle, avec des gens comme Copernic, Galilée, Bacon, Descartes. Et donc, on peut dire que la science moderne, le concept de la science moderne, basé sur l'expérimentation, sur le rationalisme de Descartes, etc., est européenne au départ. La technologie aussi. N'oublions pas que l'Europe a été à la pointe de la société industrielle. Des gens comme Watt, la machine à vapeur, Gramme, etc., sont évidemment des figures déterminantes des technologies de la société industrielle. Puis, vers le XXe siècle, il y a évidemment petit à petit un transfert de cette recherche européenne de pointe et de la technologie de pointe vers les États-Unis. Vers les États-Unis, et cela s'amplifie évidemment entre les deux guerres, autrement avec la montée du nazisme en Allemagne et l'exode de physiciens, de grands physiciens comme Einstein, Fermi, qui voulaient fuir le nazisme et la persécution par rapport aux Juifs. Et donc, le mouvement s'est donc développé alors que la physique, par exemple, était européenne. Quand vous pensez que les instituts Solvay à Bruxelles, c'est là que la physique quantique, etc., les liens les grands congrès de physique se tenaient chez nous, en Europe. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, il est clair que la plupart des prix Nobel ont été davantage américains, même s'ils ne sont pas nécessairement d'origine américaine. Et en 2000, c'est à l'époque que je deviens commissaire européen, on avait une évaluation de ce qu'on appelle la recherche par rapport au nombre de publications, par rapport aux brevets. Et à cette époque-là, en 2000, ce n'est pas si longtemps que ça, il y a 17 ans, il y avait 90% de la recherche et du développement technologique qui était concentré entre l'Europe occidentale, les 15 États membres de départ, le Japon et les États-Unis. Et en Europe, 80% de la recherche de pointe, etc., était surtout le fait de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne. Alors, s'est développé depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis les années 1945, des grandes infrastructures de recherche, parce que la recherche a besoin d'infrastructures importantes, et donc il y a eu la constitution d'agences, de centres, comme le CERN à Genève pour la physique des particules, puis il y a eu des agences européennes qui s'appellent l'Agence spatiale européenne, l'ESA, il y a l'ESO, l'Observatoire européen, il y a EMBO, c'est la biologie moléculaire, il y a le cyclotron de Grenoble, etc. Et donc, il y a eu une création d'instruments importants de la recherche et du développement en Europe, mais alors c'était sous forme à ces moments-là d'accords entre pays. C'est ce qu'on appelle des organisations intergouvernementales. Ce n'est pas l'Europe en tant que telle, les commissions européennes qui étaient à la base, c'était des pays, comme la Belgique a été à la base de toutes ces activités et membre de départ de ces différentes agences et de ces différents centres. Il y a aussi l'Europe en tant qu'institution politique commence bien entendu avec le traité CECA. Et le traité CECA, c'est en 1950, où c'était idée de charbon et de l'acier pour éviter la guerre entre l'Allemagne et la France. Et donc, c'est le premier traité fondateur de l'Europe. Et je dis qu'il était exemplaire, pourquoi? Parce que c'est un traité dans lequel on prévoyait un potentiel de recherche proportionnel au chiffre d'affaires des entreprises. Donc, les entreprises de l'acier, de la sidérurgie, qui étaient encore à l'époque, en 50, des moteurs économiques en Europe, le charbonnage, qui commençait à être en déclin, prévoyait
dans leur chiffre d'affaires un pourcentage de 2%, je crois, pour la recherche et le développement. Ce qui a permis d'ailleurs à la sidérurgie européenne de rester quand même assez performante en point de vue technologique et scientifique grâce au fait qu'il y a eu beaucoup de recherches sur la sidérurgie grâce au traité CECA. Est arrivé après, quelques années plus tard, Euratom, puisque c'était le début de l'énergie nucléaire, et la recherche sur l'énergie nucléaire s'est fédérée à l'échelle européenne par le traité Euratom, qui est toujours d'application aujourd'hui d'ailleurs. Ensuite, vous avez le traité de Rome dont on vient de fêter le 50e anniversaire. Non, je me suis trompé, 67, oui, c'est ça, 57. Donc le 60e anniversaire et le marché unique. Pourquoi dis-je cela? Parce qu'à partir de là, à partir du traité, l'Europe a une certaine compétence pour soutenir la recherche, mais une soutien de la recherche pour l'industrie européenne. L'objectif dans le traité, c'est que l'Europe soit compétitive au niveau mondial et donc pour soutenir son industrie européenne. Et on a là alors les premiers programmes cadres de recherche, c'est-à-dire des programmes qui soutiennent la recherche en entreprise européenne. Et les premiers d'ailleurs sont imaginés par Étienne d'Avignon en 82-83. Et c'était d'ailleurs aussi lié à la reconversion de la sidérurgie, etc. Et puis, en 2000, il y a l'espace européen de la recherche, là, donc c'est le projet que j'ai développé à l'époque à la Commission, dans le cadre du sommet de Lisbonne, et cette évolution est à la base de l'évolution thématique de la Commission européenne sur la recherche. Vous avez donc, par exemple, comme je vous le dis, le commissaire d'Avignon qui, dès 1984, crée le premier programme cadre européen. Et c'est donc pour garantir la compétitivité des industries européennes. Et puis, il y en a plusieurs. Moi, je suis en 2000 avec le 6e programme cadre, mais aussi avec un changement de dimension, puisqu'on crée l'espace européen de la recherche. C'est-à-dire que ce ne sont plus simplement des programmes de soutien, mais c'est-à-dire de structurer la recherche à l'échelle européenne, c'est-à-dire éviter des doublons, créer une collaboration plus forte, créer un mouvement entre les chercheurs européens. Et donc, on parle de recherche européenne et pas simplement ce que j'avais appelé le 16e programme, c'est-à-dire qu'il y avait un programme cadre supplémentaire par rapport aux 15 programmes nationaux des pays membres. Et aussi, à l'époque, on lance l'idée des 3% du PIB pour la recherche. 3% du PIB qui reste toujours l'objectif. Et il faut se souvenir qu'en 2000, c'était le sommet de Lisbonne, mais c'était aussi une période assez, disons, propice pour l'Europe, puisque nous avions 3% de croissance en 2000. En 2000, on avait encore 3% de croissance. On n'a plus jamais eu cela en Europe. Et le projet de Lisbonne, c'était aussi la numérisation de l'Europe, c'était les technologies de l'information et de la communication, et ces questions de programme européen de la recherche. Et ça s'inscrivait dans ce qu'on appelait vouloir faire de l'Europe l'économie la plus compétitive au monde dans la société de la connaissance. C'était un peu pompeux et malheureusement, ça ne s'est pas réalisé puisque nous n'avons pas obtenu ces objectifs et je vais en parler pourquoi. Ensuite, il y a eu quelque chose qu'on ne dit peut-être pas suffisamment pour comprendre, en tout cas dans le monde des chercheurs, l'évolution à l'échelle européenne. En 2007, il y a eu le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne a modifié, bien entendu, le traité antérieur et a fait de la recherche une compétence partagée européenne. Ça, c'est un point très, très important qui a permis, et vous le verrez par la suite, de financer au niveau européen de la recherche fondamentale. Ce qui n'était pas le cas auparavant, puisqu'auparavant, la recherche européenne était simplement en soutien des entreprises. Et une deuxième dimension fort importante du traité de Lisbonne, c'est le fait aussi qu'on a considéré l'espace comme une compétence européenne. Et donc, l'Agence spatiale européenne continue, bien entendu, à être un agent important de la politique spatiale, mais il y a une politique spatiale européenne maintenant spécifique avec des programmes comme Copernic et d'autres. Et donc, ensuite, vous avez, c'est un document de la commission où ils ont mis les différents commissionnaires pour les commissaires. Potočnik, qui m'a succédé, lui a fait le 7e programme 4, mais il a fait surtout aussi, il a réalisé ce qu'on appelle ERC.
Alors ERC, ça je vais vous en parler plus en profondeur parce que c'est vraiment un très très beau programme. C'est European Research Council, ce sont des bourses, mais ce sont des bourses d'excellence à l'échelle européenne. Et donc c'est très couru, et avoir une bourse ERC, c'est généralement un gage d'excellence et de valeur scientifique reconnue à l'échelle européenne, et pas simplement à l'échelle d'un pays, comme c'était le cas auparavant. Puis, vous avez l'autre commissaire, l'Irlandaise, qui a lancé l'Horizon 2020, qui est le programme de recherche européen actuel, et la recherche et l'innovation. Donc, on a commencé, ça c'est peut-être aussi un glissement qui se fait, c'est qu'on associe recherche et innovation beaucoup maintenant. Et maintenant, le commissaire actuel, qui est M. Moedas, lui développe très fort ce qu'on appelle les 3 O, les Open Science, et je vais vous en parler aussi. Donc voilà un peu l'évolution des programmes européens depuis une trentaine d'années. C'est assez récent, puisque c'est dès 1984 que cela a débuté. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme voilà, les présents actuels? Dans le présent actuel, il y avait cette idée de la situation internationale et la cible des 3%. Donc, atteindre 3% du PIB pour la recherche et le développement. Comme je vous l'ai dit, on n'y est pas arrivé, vous allez voir les effets. De 2000 à 2015, on est passé de 1,79 à 2,03. Alors, c'est l'histoire de la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. C'est évidemment loin de l'objectif des 3% qui devait être réalisé sur l'ensemble de l'Europe, mais disons, vu le contexte, parce qu'on a eu quand même la grande crise de 2008, les crises financières, l'austérité, etc., on constate quand même que dans les programmes des États, dans la plupart des États, ils n'ont pas coupé les budgets de recherche très fort. Ils ne les ont pas développés peut-être suffisamment, mais ils ne les ont pas coupés trop fort. Et je vous donnerai d'ailleurs un tableau de l'évolution pays par pays. Alors quand vous regardez pays par pays, c'est assez intéressant de voir l'évolution. Vous avez donc en bleu actuel, c'est la situation présente, et puis vous avez 2000, ce sont les oranges, et 2007, ce sont les losanges mauves. Alors, si vous regardez cela un peu plus attentivement, vous constaterez 2 ou 3 choses. Par exemple, la Suède, qui était champion, qui était considérée comme un modèle pour le financement de la recherche, eh bien, la Suède a diminué. Ils étaient à 4% du PIB, ils étaient champions d'Europe, et maintenant ils sont à 3,2%. Ils se redonnent encore l'objectif des 4%, mais il faut que vous sachiez que ce pourcentage qui est calculé, c'est la recherche publique et privée, c'est-à-dire la recherche faite par les gouvernements, le financement de la recherche par les gouvernements et le financement de la recherche par les entreprises. Et donc, si vous voyez cette diminution, c'est le cas aussi de la Finlande, c'est lié à un phénomène important en Europe, c'est qu'en l'an 2000, les leaders mondiaux en téléphonie mobile, c'était Ericsson et Nokia. Et il y avait donc un développement économique très très important, et de recherche et développement en Suède et en Finlande, grâce évidemment au support d'Ericsson et Nokia, une espèce de locomotive qui poussait vers la société de l'information et de la communication. Malheureusement, comme vous le savez, et Nokia et Ericsson ne sont plus leaders mondiaux maintenant, alors qu'ils avaient été leaders mondiaux parce que la norme GSM avait été une norme européenne. Alors, si vous regardez encore le tableau suivant, vous pouvez voir la situation de la Belgique. Eh bien, la Belgique, ce n'est pas si mal que ça, globalement. Quand on dit Belgique, c'est évidemment l'ensemble, Fédération Wallonie-Bruxelles et Flandre, mais les différences ne sont pas si lourdes qu'on croit, parfois parce que c'est par rapport au pourcentage du PIB de chaque région. Évidemment, la Flandre finance plus quantitativement, mais son PIB est plus élevé aussi. Donc, quand vous regardez au pourcentage du PIB, vous voyez que la Belgique est arrivée maintenant à environ 2,5, alors qu'elle était qu'à 9 aussi dans les années 2000. Donc, la Belgique est dans les bons élèves européens en termes d'augmentation du financement de la recherche privée et publique, et je vous expliquerai pourquoi on a des résultats assez positifs. Ce qu'il faut aussi relever, c'est par exemple des pays qui font un effort important, comme l'Autriche. Regardez l'Autriche, elle était, et maintenant elle est à 3%, l'Autriche. Donc l'Autriche est un bon élève, comme aussi on parle souvent
des anciens États membres qui ne sont pas nécessairement au même niveau, mais si vous regardez par exemple la Slovénie et la République tchèque, eh bien, ils ont fait aussi des progrès assez considérables dans les nouveaux États membres. Par contre, il y a des pays comme l'Angleterre qui ont plutôt baissé. L'Angleterre n'a pas, du moins, resté au même niveau, et évidemment, les autres pays des États membres, des nouveaux États membres, ont des taux beaucoup plus faibles, 1,5. Et vous avez alors des phénomènes qui expliquent aussi la participation plus grande d'Espagnols et d'Italiens dans les programmes 4, parce qu'ils n'ont plus de financement national suffisant. Et donc, si vous regardez les Espagnols et les Italiens, ils ont évidemment baissé plutôt que augmenté. Donc, voilà un tableau de l'intensité de la recherche et de l'innovation dans les pays européens, et je vais vous commenter d'autres éléments de ces tableaux. Par contre, ce qui est important à mesurer, et ça c'est vraiment un graphique assez frappant, c'est le rôle des acteurs à l'échelle mondiale. Alors, vous avez le graphique à la page, disons en 2000, vous voyez que l'Europe représentait 25,8 et les leaders étaient les Américains, c'est recherche et innovation, donc c'est et les Américains 37,6. Si vous regardez maintenant les derniers chiffres, vous voyez que l'Europe n'est plus qu'à 20,4. Évidemment, tout est relatif, ce sont des chiffres relatifs, mais que l'élément clé de ces dernières années, c'est l'émergence de la Chine, avec 20% la Chine. Elle est passée de 4,6 à 20% en 15 ans, ce qui est assez exceptionnel. Et les États-Unis, comme l'Europe, ont évidemment baissé en valeur relative. Et cela vient aussi aux investissements internationaux. Alors, sur le tableau de gauche, vous avez les investissements publics, et sur le tableau de droite, les investissements privés, c'est-à-dire des entreprises. Alors, si vous regardez cela un peu, vous voyez que l'Europe, qui est la figure bleue, dans ces investissements publics, puisque nous avons donné les chiffres tout à l'heure, qui est passé de 1,7 à 2,3, l'Europe a un peu une croissance de ses investissements publics globalement. Par contre, la Chine aussi, les États-Unis ont vu une décroissance, le Japon aussi, mais alors vous regardez aussi un nouvel acteur très important, c'est la Corée du Sud, qui, avec ses investissements publics, est le premier dans le monde pour le moment. Et alors, si vous ajustez les investissements industriels qui sont le tableau de droite, là, c'est encore plus frappant. Vous voyez la progression extraordinaire de la Corée du Sud. Mais vous avez aussi la Chine. Et quand vous voyez la Chine, évidemment, la Corée du Sud, c'est beaucoup, mais proportionnellement, tout ça est relatif. Ce n'est pas autant que la Chine. La Chine, en tant que puissance, a dépassé en investissement privé l'Union européenne. Donc, il faut mesurer cette évolution pour comprendre un peu la situation. Et donc, l'Asie monte des deux côtés, aussi bien en public qu'en privé, mais certainement d'une manière très forte par rapport à l'Europe. C'est lié aussi à des domaines comme la productivité. Maintenant, ce sont des documents d'analyse économique. Quand vous regardez la productivité, si on se réfère aux États-Unis, nous voyons que la Corée du Sud a 2,4% de productivité en plus et que l'Europe est à moins 0,7 et le Japon à moins 0,4. Donc, il y a des changements, disons, des évolutions de productivité par rapport dans le monde. De la même manière, si vous voyez la structure économique, là, nous voyons quelque chose par rapport aux États-Unis qui nous interpelle. En ce sens que si vous regardez aujourd'hui, donc c'est 2013, mais c'est toujours les statistiques prennent parfois un peu de temps, vous voyez ce qu'on appelle les tech, les technologies de pointe, les plus énervées, puis les moyennes et puis les plus basses. Alors, si vous regardez la différence entre l'Europe et les États-Unis, vous voyez que les États-Unis ont 73,7% d'entreprises de haute technologie, tandis que l'Europe n'est qu'à 39,2%. Nous sommes un peu dans les moyennes, on est un peu mieux, mais donc là, il y a un écart
qui existent et qui se créent. Et vous le savez comme moi, vous verrez, je vous donnerai quelques noms pour que vous compreniez bien, que vous mesuriez bien d'où vient cet écart. Mais c'est très important aussi de voir la structure économique qui peut accueillir une recherche et développement. Parce qu'il faut une structure économique pour accueillir une recherche et développement. L'emploi qualifié, ben là vous avez aussi des chiffres relatifs. L'Europe n'est qu'à 14%, le Japon 16% et les États-Unis à 17,1%. Donc les États-Unis et le Japon emploient plus de monde dans les activités à connaissance intensive. Alors ça, ici, ça c'est vraiment le graphique terrible qui explique pourquoi il y a des différences aussi fortes, c'est l'accès au financement. L'accès au financement du capital à risque et du capital à risque. Alors vous voyez cela, ça vous donne une idée que nous avons 5 fois moins que les Américains de développement de capital à risque et donc qui soutiennent l'innovation. C'est par le capital à risque qu'on peut soutenir des recherches et innovations. Vous voyez les chiffres. Bon, donc ça c'est pour les startups en jaune et ça c'est pour le dernière étape avec ce qu'on appelle dans le milieu de l'innovation la fameuse vallée de la mort, c'est-à-dire comment on part d'une recherche et développement et qu'on en fait un produit. Eh bien, à un moment donné, il y a là ce qu'on appelle la valeur, la transposition vers les mondes économiques et nous sommes là avec des besoins de financement et de risque. Heureusement, aujourd'hui, et je vais revenir là-dessus, il y a de plus en plus, on a pris conscience en Europe, et je vous donnerai dans les défis et perspectives un élément qui explique cette différence entre l'accès aux finances. La production scientifique, eh bien, nous avons évidemment une bonne production scientifique, vous regardez les chiffres ici, mais en termes de publications les plus citées, parce que ça c'est un paramètre très important, on peut avoir une bonne publication scientifique, mais ce qui est les paramètres les plus déterminants, c'est celles qui sont les plus citées généralement dans le jargon, c'est-à-dire dans les 10% les plus citées, ça veut dire qu'elles sont, entre guillemets, les plus porteuses, du moins il y a parfois des biais, hein, parce qu'on peut faire une publication tellement controversée qu'elle peut être évidemment dans les 10%, mais qui n'est pas nécessairement de valeur. Alors là, vous voyez, nous nous comportons bien, ça veut dire que si vous regardez l'Europe par rapport à ça, disons, la valeur intellectuelle de l'Europe reste de très haut niveau. C'est comment la transformer. Alors, les liens entre la science et les business, là, vous voyez évidemment les différences énormes, parce que quand vous regardez le nombre de chercheurs par rapport à l'emploi total, vous voyez que l'Europe, nous sommes partagés entre le secteur privé et le secteur public. Et même avec un chiffre un peu plus élevé, pratiquement moitié-moitié, secteur public, secteur privé. Si vous regardez les autres, comme la Corée, ou le Japon, ou même les États-Unis, vous voyez que là, c'est beaucoup plus dans le domaine privé qu'il y a des docteurs. Nous avons notre nombre de docteurs en sciences est élevé, mais leur emploi dans le domaine privé est relativement beaucoup plus faible qu'aux États-Unis et au Japon. Ça, c'était quelque chose, c'est un graphique un peu plus particulier, c'est de voir comment l'innovation est partagée. C'est-à-dire que nous faisons beaucoup de partenariats. C'est pour ça que l'Europe est quand même un continent intéressant. Nous sommes avec des partenariats un peu dans le monde entier, ce qui n'est pas nécessairement le cas du Japon et de la Corée. Donc là, c'est un facteur positif. Ça veut dire que nous rayonnons d'une manière assez importante. Si vous regardez, ce sont des chiffres simplement pour vous montrer des ordres de grandeur. Hein. Vous savez que, par exemple, je vous disais, les États-Unis, dans les sociétés de l'information, nous le vivons tous les jours, il y a ce qu'on appelle les quatre géants, les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook et Apple. Ils ont 316 milliards de chiffre d'affaires. C'est plus que le PIB du Danemark. Hein. Donc vous voyez quelle puissance financière que ça représente. D'ailleurs, Google entre dans nos vies par tous les aspects, vous aurez l'occasion d'en reparler. Et par contre, aussi, un autre élément important, c'est la croissance des revenus. Si vous voyez la croissance des revenus de
des GAFA, donc de Google, Apple, Facebook, c'est 12% par an. Donc ils deviennent de plus en plus riches et de plus en plus puissants. Et donc ils financent de plus en plus de recherche dans des domaines très différents, comme par exemple les voitures électriques, Google, la santé, même le transhumanisme. Donc on est là dans des changements structurels du développement de la recherche. Et si vous regardez aussi la croissance de la Chine, ben, c'était 9%, et cette année c'est encore 6,9%. Donc voilà un peu un schéma par rapport à l'échelle mondiale. Si vous avez aussi maintenant ce qu'on appelle la performance d'innovation. Alors vous voyez que l'Europe, c'est la Corée du Sud qui est première, puis c'est les États-Unis, puis le Japon, et puis l'Europe, bon, se comporte relativement bien, l'Union européenne, avec bien entendu, ceci c'est une moyenne de l'Union européenne. Mais il y a des pays qui sont mieux, par exemple l'Allemagne est un peu plus élevée que, bien entendu, l'Italie et l'Espagne, mais c'est une moyenne européenne. Donc vous voyez qu'on est quand même encore à un bon niveau, mais si vous regardez par exemple les taux de croissance, vous avez là évidemment un tableau un peu moins bon, parce que vous voyez que la Chine, tous les chiffres bien entendu se recouvrent, hein. Il y a un recouvrement de fait 8,1, la Corée du Sud 3,8 et l'Union européenne 1,6 seulement. Mais par contre, par rapport aux États-Unis, c'est pas mal, parce que les États-Unis ne font que 0,4. Donc d'une certaine manière, il y a une émergence de l'Asie, mais l'Europe, bon, par rapport aux États-Unis, sauf dans le cadre du financement, comme je l'ai montré, du capital à risque, nous sommes plus ou moins à un niveau comparable. Alors, si vous regardez celle-ci, le graphique n'est pas tellement bon à voir, mais si vous regardez où l'innovation se fait le plus, eh bien, c'est en jaune là, que vous voyez qu'en Europe, c'est la Suède, l'Allemagne et l'Irlande. L'Irlande, parce qu'ils ont pas mal comme Intel, etc., ils ont des sociétés et un soutien assez fort. Vous voyez aussi, bon, une Europe un peu divisée, hein. Vous avez, nous, la Belgique, nous sommes dans les Pays-Bas, la France, l'Angleterre, tout ça dans la moyenne, et puis vous avez le sud de l'Europe et l'est de l'Europe qui est évidemment moins développé. Et par rapport aux États-Unis, nous sommes pas mal, hein, nous sommes dans la moyenne comme aux États-Unis. Par contre, le Japon est un peu meilleur que nous et rejoint le Suède, etc. Alors, ça c'est aussi un graphique intéressant. C'est les avantages relatifs de l'Europe aujourd'hui. Alors vous voyez là apparaître plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle les technologies les plus émergentes et ce qu'on appelle les KETS. Et vous voyez que nous sommes, ce qui est bleu foncé, c'est la situation actuelle. Le bleu clair, c'était la situation en 2000-2005. Et vous voyez que dans certains domaines, nous restons bien entendu, nous améliorons, par exemple dans les objets connectés. Dans le développement d'objets connectés, nous avons une croissance très forte. Nous avons une bonne croissance aussi dans ce qui est les manufacturing, les machines, si on peut dire, les machines de plus en plus de pointe. Ça, c'est surtout grâce à l'Allemagne. Et par contre, dans beaucoup d'autres domaines, nous ne améliorons pas. Et si nous regardons alors par rapport au domaine de société, là c'est mieux. Vous voyez par exemple dans les challenges des champs de la société, nous avons une bonne croissance. C'est-à-dire que nous faisons des efforts intéressants dans par exemple les problèmes du climat, dans les problèmes du vieillissement. Il y a, assez paradoxalement, ça m'a surpris, pour la santé, ce n'est pas terrible. Pour les problèmes de santé, nous ne faisons pas des grands progrès. Et au contraire, nous avons, par rapport au reste du monde, quand on parle de la santé, c'est la santé en général, hein, l'organisation des systèmes, etc., et les financements. Et bon, alors voilà, ça c'est la conclusion, que le meilleur moyen de prévenir le futur, c'est le créer. Ben, donc, si l'Europe doit comprendre ça, il faut évidemment, pour cela, garder une capacité de recherche et d'innovation. Donc voilà un peu un tableau de la situation générale. Maintenant, je vais peut-être aller assez rapidement parce que je crois qu'il vaudrait mieux pour qu'on puisse un peu discuter, que j'arrive aux perspectives et défis, mais j'avais fait un tableau assez complet de ce qu'était l'Europe aujourd'hui
de ce qu'on a comme recherche. Alors, le grand programme européen d'aujourd'hui, c'est Horizon 2020. Il a été lancé en 1914, c'est à peu près 77 milliards d'euros. Alors 77 milliards d'euros, ça peut paraître beaucoup. C'est beaucoup et peu à la fois. À l'échelle européenne, 77 milliards d'euros, ça veut dire que ça représente environ 5% du financement public. Mais ce sont 5% qui ont un effet multiplicateur très grand, parce que ça implique des financements publics d'État, d'entreprises, etc. Et en plus, ce sont des financements dont j'ai vu parler, qui sont sur des questions bien spécifiques et importantes. Et donc, les objectifs, c'est toujours évidemment créer de l'emploi et de la croissance, c'est aussi voir les grands problèmes de société comme la sécurité, l'environnement, et c'est essayer de garder notre place dans le monde par rapport à la technologie et la recherche et l'innovation. Alors, vous avez, ça c'est un programme dit simple, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, par rapport à l'évolution de programme 4 tel que je les ai connus, c'est que ça couple recherche et innovation. Et ça, c'est quelque chose qu'ici, en Belgique, on n'a pas encore, du moins du côté Fédération Wallonie-Bruxelles, on n'intègre pas très facilement parce que, et là c'est un défaut structurel que nous avons, je l'ai déjà dit que toi, notre recherche fondamentale est Fédération Wallonie-Bruxelles, notre recherche appliquée est région. Et les liens entre ces deux, ce n'est pas une question de personne, les gens sont de bonne volonté, mais structurellement ça complique les choses et ça crée parfois, ça ne crée pas cette dynamique suffisante à mes yeux. Et alors c'est concentré sur les challenges de société, l'énergie, le transport, ça. Alors, ça, c'est la propagande européenne habituelle, c'est un accès simplifié. Les utilisateurs trouvent que je n'ai jamais simplifié assez, et donc c'est évidemment un langage habituel de la Commission qui simplifie toujours, mais en réalité, c'est très difficile de simplifier, je peux vous en parler, mais il y a un peu. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il y a comme grand chapitre? Il y a le fondement d'une science excellente. Alors, la science excellente, c'est principalement European Research Council, c'est quand même 13 milliards. 13 milliards pour des bourses de recherche fondamentale, c'est de la science fondamentale, pour recherche frontière de la connaissance. Donc, des recherches qui serviront beaucoup demain. Puis, il y a aussi les technologies émergentes. Il y a ce qu'on appelle les actions Marie Curie. Ça, c'est ça a 30 ans maintenant que ça existe, donc ce n'est pas nouveau. Ça a été déjà créé au départ, mais ça a pris de l'ampleur. C'est de soutenir des chercheurs qui vont dans un autre pays. Donc, ce qu'on appelle les bourses Marie Curie. Donc, des chercheurs peuvent venir ici à l'Université de Mons, venant d'Espagne, de Grande-Bretagne, etc. Et inversement, des chercheurs de Mons peuvent aller partout en Europe. Et ce sont ce qu'on appelle les bourses Marie Curie, qui sont des bourses aussi de qualité, qui permettent à un chercheur de vivre dignement pendant 2-3 ans, pendant son détachement. Et ça a créé, ces bourses Marie Curie ont créé une communauté scientifique européenne importante dont je vais vous parler. Alors il y a aussi les infrastructures de recherche, ça ce sont par exemple la constitution de banques de données, très fort pour beaucoup de domaines, surtout en biologie moléculaire, en biologie maintenant, dans pathologie, etc. Les big data qui sont soutenus, et puis aussi des infrastructures. Deuxième élément, c'est plutôt vers les entreprises, très bien. Ça, c'est, disons, essayer d'apporter du capital à risque. 2,842 milliards, c'est faible à l'échelle européenne, hein. Et donc, c'est un des points qui veut être honteux, soutenir l'innovation dans les petites et moyennes entreprises, parce que les petites et moyennes entreprises ne sont pas suffisamment équipées. Alors, pour les grands challenges de société, c'est la santé et le changement démographique, puis c'est la sécurité alimentaire, c'est l'énergie propre, c'est les transports, c'est tout ce qui est le changement climatique et l'environnement, où là, nous avons quand même un effort assez important. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est assez spécifique que je vous mets, c'est la science avec la société. Ça, c'est un des domaines que j'avais lancé d'ailleurs dans le programme cadre numéro 6, science et société. Et je crois que c'est un des thèmes qui doit être développé parce qu'en Europe, et je viendrai dans mes défis et perspectives, il y a parfois certains problèmes.
Alors, il y a ce qu'on appelle des partenariats public-public, et là, c'est aussi différent, et ça aussi, nous ne faisons pas assez en Belgique maintenant, c'est les États membres qui doivent contribuer entre eux. Et les commissions européennes apportent 50% de la somme récoltée. Et donc, il faut créer ces mécanismes. Nous ne le faisons pas assez, alors qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Vous avez là, par exemple, celui que j'ai d'ailleurs évalué moi-même ici, Active and Assisted Living John Programme, c'est un programme pour étudier le vieillissement. Or, nous avons par exemple ici un système social assez performant avec des études de ce type, mais comme la Belgique ne participe pas au programme, nous ne participons pas au programme européen. Je crois que c'est dommage, et on devrait y penser, mais bon, je sais que les moyens ne sont pas extensibles à ceux, mais il y a, je le dis dans d'autres endroits qu'ici, je crois qu'il n'y a jamais assez une perception suffisante du côté francophone des potentialités de l'Europe. Hein. Le côté flamand sont beaucoup plus dynamiques et retrouvent beaucoup plus de moyens grâce à ça. Mais ça, c'est un des problèmes que j'ai déjà cité plusieurs fois, mais qui est lié aussi, comme je l'ai dit, à nos infrastructures. Il y a aussi ce qu'on appelle des ranettes, c'est-à-dire se mettre ensemble au niveau européen. Mais je vais pas. Par exemple, il y a quelque chose d'intéressant, c'est un programme sur les maladies rares. Parce que là, les privés ne financent pas les maladies rares. Et donc là, avoir un programme de pays européens sur les maladies rares. Il y a aussi ce qu'on appelle des Joint Programme Initiatives. Vous voyez, il y a beaucoup de choses quand même. Et ça, c'était plutôt essayer de le faire sur des exemples. Il y a l'héritage culturel, dont là, il y a des moyens financiers. J'en ai parlé avec vous depuis, pour essayer de créer des réseaux dans le domaine culturel. Enfin aussi, ça sépara plutôt avec l'industrie. Et dans l'industrie, là, il y a des choses très intéressantes, comme les cellules combustibles, l'hydrogène, les médecines innovatives. Ça a d'ailleurs été Michel Goldman qui a présidé ça tout un temps. Et là, c'est un lien avec les industries pharmaceutiques qui financent une recherche publique-privée et à l'échelle de pré-compétitive, c'est-à-dire, par exemple, le développement de marqueurs, des choses comme cela. Alors, ça, c'est aussi plutôt avec les privés, c'est surtout dans une série de domaines, par exemple, les véhicules verts, hein. Bon, il y a les robotiques, les photoniques, les big data, parce que là, mais là, ça se fait à l'échelle d'une relation avec les secteurs industriels, avec les secteurs économiques, et donc on apporte un soutien à une recherche coordonnée à l'échelle européenne. Euratom, ça existe toujours, c'est toujours pour la fission nucléaire, la protection et la fusion nucléaire, qui est soutenue par l'Europe, qui est assez récente. Je vais parler peut-être dans les grandes infrastructures, j'ai oublié de vous citer ITER. ITER, c'est le dernier né de cette collaboration européenne, c'est en France, et c'est un réacteur, disons, expérimental qui sort de terre maintenant, vraiment, ITER sort de terre, et qui a comme objectif de montrer que la fusion nucléaire est possible. Ce ne sera pas encore d'application industrielle, mais ce sera quand même une démonstration de la potentialité de la fusion nucléaire qui arrivera un jour. Quand nous étions étudiants, on nous l'a proposé pour 2000, maintenant on la propose pour 2050, donc on a encore le temps de la voir. Alors Euratom, ça continue d'exister. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, Euratom, c'est Karlsruhe, où là on a le traitement des transuraniens. C'est le seul centre, pratiquement le seul centre au monde où on apprend à faire des transmutations, ce qui est important pour les déchets nucléaires, des actinides, et donc il y a là un centre assez remarquable. Alors l'innovation, ben, c'est un peu le prolongement, et donc là il y a ce qu'on a appelé des communautés d'innovation, mais disons, c'est plutôt, voilà, là c'est l'idée, Knowledge Innovation Community, c'est plutôt essayer de veiller à bien lier recherche, éducation et innovation. Parce que il faut que les trois composantes se servent. Si vous avez des recherches de pointe et que vous n'avez pas de personnel, entre guillemets, qualifié pour les utiliser, ben, vous avez un problème.
Voilà. Alors, le centre commun de recherche, ça, c'est ce qui reste de RATOM. Il y avait des centres RATOM à Bol, à Ispra, à Pétain. Ce sont des réacteurs nucléaires qui continuent à fonctionner et qui dépendent de la Commission. Tout ça dépend de la Commission européenne. Voilà, alors ça, c'est un peu le tableau. Peut-être que pour les Marie Curie, ben, vous avez un peu une idée des projets, qui est l'évolution. Donc, ça a commencé en 1994. Et maintenant, vous arrivez à 65 000 Marie Curie, dont il y a eu des prix Nobel, ce sont des chercheurs, qui ont été des chercheurs Marie Curie. Et si vous voyez la progression de cela, et donc ça signifie qu'on est en train, et ça c'est un peu vraiment essentiel, de créer une réelle communauté scientifique européenne. C'est-à-dire que des gens se connaissent, ils viennent d'un laboratoire, ils vont dans un autre laboratoire d'un autre pays, puis retournent dans leur laboratoire. Et donc il y a là un mécanisme de transfert que c'était un des points que j'avais trouvé essentiel quand j'ai pensé à l'espace européen de recherche. Pourquoi? Parce que j'avais vu, par exemple, qu'à l'époque, en 2000, beaucoup de laboratoires européens s'orientaient uniquement vers les États-Unis. Je me souviens d'avoir été en Finlande pour voir la couche d'ozone, et là, on trouvait un laboratoire allemand et un laboratoire français qui ne se connaissaient pas. Ils travaillaient tous les deux avec des Américains, et puis ils ont constaté que c'était beaucoup plus simple de travailler entre eux. Et donc, il y a une communauté scientifique européenne qui est assez importante, je pense en tout cas, qu'elle s'est bien développée. Alors là, comment peut-on aller avoir un Marie Curie? Ben, les institutions académiques, des relations internationales, des ONG peuvent avoir des Marie Curie aussi. Hein. Ce n'est pas toujours sûr, mais on ne le sait pas toujours. Et même les entreprises, d'ailleurs, il y a une évolution, il y a maintenant 37% de Marie Curie dans les entreprises. Alors, l'ERC, voilà, je vous ai parlé de ces fameuses bourses ERC, ça c'est vraiment, je crois, ce que la communauté scientifique apprécie, je pense, parce que c'était la grosse différence dans les ERC, ce qui a été fait, c'est que la sélection est faite par les scientifiques eux-mêmes. Et donc, il n'y a pas d'autre mécanisme, entre guillemets, européen, parce que dans les autres mécanismes, il y a parfois des éléments de compensation. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de tous les pays dans des projets collaboratifs. Tandis qu'ici, ce sont des bourses individuelles. Donc, c'est une bourse pour un chercheur. Il y en a quelques-uns de notre Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a d'ailleurs Goldman qui vient d'en avoir un, physicien de l'ULB. Il y a aussi Cédric Blancpain, qui est un des grands spécialistes mondiaux dans le monde des cellules. Nous ne mesurons jamais assez, et ça c'est quelque chose que je reproche souvent, qu'on ne met pas assez en valeur nos scientifiques les plus brillants, et nous en avons beaucoup dans toutes nos universités, et il y a pas mal de ERC. Vous allez voir les chiffres par rapport, donc voilà ceci, on vient de fêter les 10 ans des ERC. C'était un moment assez passionnant. Vous voyez, bon, je ne vais pas vous commenter tous les chiffres, mais par exemple, il y a plus de 5500 articles parmi les plus cités au monde. Donc ça veut dire que ce sont tous des gens, des personnes de très haut niveau. Et ça a permis d'ailleurs de garder en Europe des scientifiques qui auraient immigré vers les États-Unis ou d'autres endroits parce qu'ils n'auraient pas eu ce potentiel de recherche. Donc l'ERC a ramené d'ailleurs des scientifiques qui étaient dans d'autres parties du monde pour venir ici dans leurs labos, dans nos universités, et vous allez voir un peu les résultats. Alors là, ce sont le drame avec les ERC, c'est la force, et évidemment la faiblesse des ERC, c'est que les taux de réussite sont évidemment, vous voyez les chiffres, c'est 16% le mieux, sauf les Suisses qui ont 22%, les Israéliens, 19%, parce qu'ils peuvent participer. Et nous, les Belges, bon, on n'est pas trop mal, hein, on est à 13%, donc on est dans la bonne moyenne européenne. Donc ça veut dire que nous avons une qualité de recherche chez nous qui est très appréciable. Hein. On peut le mesurer, mais nous sommes, avec des taux de succès comme cela, c'est un problème, parce que ça, c'est un problème de financement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des taux de succès plus élevés? Ben parce que les financements, qui représentent quand même 13 milliards par rapport aux demandes de projets, etc., sont faibles. Alors, si vous les regardez, par exemple, il y a eu 7500 bourses,
ce sont des bourses intéressantes, hein, parce que le chercheur peut se constituer une petite équipe avec lui, et donc il a un bon pôle de développement, et ça se répartit entre sciences de la vie, la physique et l'ingénierie, les sciences de domaine, et aussi les sciences sociales. Et proportionnellement, il y a un peu moins, mais il y en a quand même pas mal aussi en sciences sociales et humaines. Alors, si vous regardez par pays, j'y reviendrai, vous verrez, et vous voyez à gauche là, les champions toutes catégories, et devinez qui c'est? Les Anglais. Les Anglais, ce sont les Anglais qui ont le plus heurté. Donc ça veut dire qu'ils ont une science aussi de très haute qualité, et je vais y revenir dans les défis et perspectives. Et puis nous avons les Français. Évidemment, ça c'est un nombre par rapport à une population importante. Si vous regardez de manière relative par rapport à notre nombre de chercheurs, nous sommes pas mal non plus. Hein. Vous voyez, la Belgique là est ici avec environ 240, oui c'est ça, non, 240 bourses. Il y en a trois, il y a différentes bourses. Hein. Il y a des bourses pour débutants, si on peut dire, pour les premiers, les starting bus, et puis il y a pour les beaucoup plus affirmés. Donc ERC, ça c'est vraiment, je pense, une excellente initiative qui permet de garder une recherche de qualité. Et il y a beaucoup de pays qui font que ceux qui n'ont pas été repris, parce qu'on peut avoir été sélectionné, mais comme les financements n'est pas suffisant, on n'est pas repris, beaucoup de pays considèrent que la bourse ERC octroie d'office à ce chercheur un financement national. Et ça, c'est important en termes de visibilité générale. Alors, voilà, ici, il y a un élément qu'il faut que vous mesuriez bien, c'est que la recherche et l'innovation est devenue un élément clé du développement économique d'un pays, la recherche et l'innovation. Et donc, quand l'Europe fait ce qu'on appelle son bilan semestriel, tous les semestres, l'Europe donne l'état d'un pays. Et c'est de plus en plus indispensable avec les nouveaux traités, etc., pour faire accepter les budgets et d'autres choses. Donc, il y a un certain monitoring de l'économie européenne. Et dans ce monitoring de l'économie européenne, le niveau de recherche et d'innovation est un des points clés. Et donc, par exemple, les derniers résultats de 2016 pour la Belgique, les progrès, c'est tout relatif. On nous dit qu'on n'est pas mauvais dans nos dépenses, puisqu'on a augmenté de 11%. On nous dit que, et ça m'a surpris aussi, c'est que par contre, on n'est pas très bon dans les problèmes du genre. Ça veut dire que l'équilibre homme-femme n'est pas très bon dans la recherche. Je ne sais pas, bon, c'est un paramètre que je ne sais pas tout à fait mesurer exactement, mais ça veut dire qu'il y a proportionnellement moins de femmes dans la recherche, moins de femmes postdoctorants, etc., que dans d'autres pays européens. Et donc là, il y a une certaine faiblesse qu'il faut rencontrer. Par contre, nous sommes très à la pointe d'un domaine qui va être très important demain, c'est l'open access. Open access, ça veut dire permettre d'avoir un accès direct à la connaissance et à la science, et c'est un des points qui va être très développé. Donc nous avons cela, et nous avons aussi, j'en ai apporté, tous les pays européens on reçoit ça. Par exemple, 2016, on a un petit tableau comme ceci, une belle petite synthèse, je les ai ici de tous les pays, et on vous dit, par exemple, les forces de votre système, les faiblesses, etc. Alors, si je regarde rapidement, disons la Belgique, eh bien, donc, pour l'investissement, on considère qu'on est pas mal, parce que nous avons fait une croissance. Par contre, pour la qualité, nous avons une très bonne collaboration scientifique. Et on est toujours comparé à la moyenne et au meilleur. Par rapport à la coopération publique-privée, on est bien. Par rapport, alors voilà, c'est ça, les points qui sont plus faibles, les challenges à rencontrer, c'est la difficulté d'avoir nous n'avons pas des entreprises en croissance rapide. Nous n'en avons pas des entreprises. Si, il y a GSK, qui est un moteur, mais on n'en a pas beaucoup. Et ça, c'est une faiblesse. Et alors, ce que je dis depuis longtemps, c'est que le nombre d'étudiants en sciences et technologies et en doctorat va être trop faible pour notre innovation dans le futur.
il y a 15 ans, je le répète, mais ça ne veut pas dire que je considère qu'il ne faut pas faire d'études en sciences humaines, au contraire, hein, ce n'est pas ça. Mais le problème, c'est que notre pourcentage d'ingénieurs, de scientifiques, etc., est un des plus faibles d'Europe par rapport au pourcentage global d'étudiants dans les études supérieures. Et bon, maintenant, au FNRS, on a aussi tenu compte un peu de ça, parce qu'à un moment donné, dans les bourses, il y avait un pourcentage aussi trop faible. Et donc, globalement, je vous dis, on est pas mal, sauf avec ces deux remarques. Et vous pourriez, si ça vous intéresse, de regarder tous les autres pays. Il y a donc ce petit document qui arrive comme ça, d'espèce de synthèse européenne de la recherche. Donc, ça, c'est un point important aussi. C'est pour vous montrer comment on utilise cela à l'échelle européenne et on donne des informations. Ensuite, voilà, ça, c'est le dernier point d'avenir aussi, c'est Open Science. Alors ça, c'est le commissaire actuel qui est M. Moedas, qui est portugais, mais qui est aussi très, très actif. Il a fait cette conférence en avril 2016, c'est son cheval de bataille. Alors, c'est quoi Open Science? Eh bien, c'est un système, c'est une manière d'organiser la science d'une manière différente. C'est un travail coopératif en diffusant les connaissances par les technologies digitales et avec des nouveaux outils collaboratifs. Ça va afficher tous les domaines de la science, depuis le travail conceptuel jusqu'à la recherche empirique et l'analyse. Et alors, le mot-clé, c'est publier aussi vite que possible pour partager la connaissance aussi bien que possible. Donc, il y a maintenant, on publie dans des mécanismes de plateforme numérique dans certains domaines, et cette publication est accessible à tous. Donc, on n'est plus toujours bloqué par ces histoires de publication qu'on ne fait pas parce qu'on veut avoir un brevet, etc., etc. C'est un système qui est considéré comme dépassé. Et donc, l'open science, c'est vraiment le système d'avenir. Il y a déjà pas mal de services standards, etc. Je reviendrai sur certains points, sur les open access, open code, citizen. Bon, voilà. Il y a pas mal de plateformes, comme les plateformes, disons, altmétriques. Ça, c'est intéressant pour les chercheurs. J'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, c'est irréversible. Il faut le savoir. Pourquoi? Parce que les technologies digitales sont évidemment, bon, la croissance exponentielle des données, il y a de plus en plus de chercheurs, c'est un croissance scientifique, et la fin, c'est les digital natives, ça, c'est sur les enfants d'aujourd'hui qui sont dans la digitalisation, et donc c'est irréversible. Il faut s'y mettre. Et heureusement, vous verrez qu'en Belgique, on s'y met pas mal, on est même à la pointe, et je vais vous expliquer apparemment. Pourquoi? Ce sont des meilleures opportunités pour les chercheurs, c'est une meilleure dissémination et un partage de leurs recherches, c'est plus de recherche indisciplinaire, etc. C'est aussi l'accès à des networks, des réseaux internationaux. Voilà, et il y a aussi des nouveaux chemins de carrière pour les scientifiques, comme par exemple les data scientists, ceux qui vont être capables d'analyser des données et de développer des données. Les startups, bien entendu, ça va s'excès, et même la diplomatie scientifique, la science-diplomatie, qui va devenir aussi un point clé parce que c'est un facteur justement d'expansion économique. Et donc, négocier des contrats scientifiques avec certains pays ou certaines entreprises, c'est important. Alors, en 2017, puisque je vous disais, il y a deux éléments, l'Open Access et European Open Science Cloud. Ça, voilà, ce sont deux nouvelles réalisations qui se sont en train de se développer. Et vous voyez aussi la connexion of ESPRI to ESOC. ESPRI, c'est l'ensemble des structures de recherche. Et donc, le lien va se faire aussi avec le European Open Science Cloud, donc qui est une manière de créer un nuage interactif de la science. Et donc accès beaucoup plus large, etc. Et donc, l'infrastructure de banques de données, on a ça aussi sur les banques de pathologie, etc.,
pour la recherche médicale. Ça va devenir aussi, on a créé des banques actuellement, et on a fédéré d'ailleurs en Belgique, ce qui est bien, c'est Madame Salmon qui a été un peu à la base de ça au niveau belge, de fédérer ces banques de données. Bon voilà, alors c'est ce qu'il répète toujours, Das, donc je ne fais que répéter ce discours, mais c'est un discours qui est très fort, et d'ailleurs, d'une certaine manière, je crois que ce n'est pas mauvais que à la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a un décret en préparation pour l'accès open access, donc pour rendre obligatoire la publication, disons, des éléments de recherche publique, ce qui se fait déjà à l'échelle européenne. Donc quand vous avez un financement public de recherche, vous ne pouvez pas le garder pour vous, vous devrez le publier, et donc ça va créer une dynamique, je pense, et c'est en tout cas l'objectif. Alors, les perspectives et défis. Alors, rapidement, le 9e programme 4, celui qui va venir est en préparation, et puis je vous parlerai un peu du livre blanc de Juncker, du Brexit, la numéralisation, et puis surtout des chercheurs, parce que les chercheurs, c'est quand même la base de tout l'élément de la recherche, c'est le facteur humain, un peu du principe de précaution et aussi des problèmes de financement. Alors, rapidement, on est déjà en train de préparer le 9e programme. Et donc là, il faut... au FNRS, il y a eu une réunion du conseil d'administration mardi, on s'y prépare. Il va y avoir une réunion de ce qu'on appelle le National Contact Point en 1er juin. Donc il y a toute une mission. Donc il y a d'abord, comme toujours, ça c'est le jargon européen, il y a une évaluation, un rapport intérimaire, il y a la consultation des participants, il y a du foresight, la prospective, et il y a l'importance de l'économie économique de la recherche des personnes. Alors il y a Pascal Lamy, qui est un ancien commissaire européen, qui était directeur de l'EMC, qui préside ce groupe. Il va remettre son rapport en juillet, et puis il va avoir une consultation, et puis une évaluation pour proposer le nouveau prochain programme en 2018. Donc on y arrive. Donc c'est intéressant quand même d'être partie prenante, parce que ça nous permet d'anticiper et peut-être aussi d'infléchir certains éléments. Et donc le foresight, ça c'est une espèce de mécanisme pour voir quels sont les scénarios de l'Europe de demain, bon, les besoins, la technologie et les recommandations politiques. Et donc voilà comment ça va se présenter. Ça a été commencé en 2000, 2017 on commence à avoir les rapports, et 2018 c'est la proposition de la Commission pour le nouveau programme 4 qui suivra. Oui. Alors, il y a, avant d'arriver là, ça c'était... Oui, ça, avant d'arriver à l'open data, je voudrais quand même parler de 2-3 choses sur l'Europe. Parce que tout ce que nous disons ici dépend un peu de l'avenir de l'Europe. Et vous savez comme moi que l'Europe est pour le moment dans une situation pas très facile, parce qu'on va parler du Brexit, mais on va parler aussi d'une dynamique européenne qui est un peu faible pour le moment, pour ne pas dire plus. Et donc, le président de la Commission, Juncker, a lancé un livre blanc où il fait le constat et il prépare 5 scénarios. Il propose 5 scénarios. Et donc, il va avoir maintenant une consultation de tous les États dans les semaines qui viennent. On attend bien entendu les élections françaises et les élections allemandes, puisque ce sont 2 acteurs importants. Et normalement, pour la fin de l'année, il devrait y avoir une dynamique, c'est l'objectif, nouvelle pour l'Europe. Alors ça, c'est évidemment, on y réfléchit. À l'Académie, on a d'ailleurs un groupe qui réfléchit à cette question pour faire un document, pour montrer un peu les faiblesses, les craintes de l'Europe. Quand on voit les débats à la présidentielle française, on voit bien que c'est un débat qui touche fort, qui va être peut-être même assez déterminant. Et donc il y a là cette préparation, et cette préparation n'est pas neutre pour la recherche. C'est ça que il faut faire attentif. Parce que si on dit on fait plus dans moins de domaines, ça veut dire est-ce qu'on continue à soutenir une recherche européenne? Je crois que oui, c'est acquis plus ou moins. Mais disons avec quels moyens? Donc il y a là des questions qui vont se poser. Donc je vous rends attentif à ce débat qui va être un débat fondamental dans les semaines et les mois qui viennent sur l'Europe. Nous ne sommes que des acteurs
Mais bon, on est tous acteurs, même à son propre niveau. Et donc, je crois qu'il sera très important de suivre les choses. De la même manière, il y a le problème du Brexit. Alors, le Brexit, ça, c'est vraiment un phénomène qui touche fort la communauté scientifique. Pourquoi? Parce que la communauté scientifique anglaise et quand j'étais commissaire, les Anglais m'ont toujours très soutenu pour le financement de la recherche et l'innovation, parce que ça les intéressait. Le seul problème, c'est que vous voyez que l'effet de retour n'est pas mauvais. Hein, quand vous voyez le nombre de bourses ERC, quand vous voyez le nombre de projets collaboratifs que les universités anglaises coordonnent, vous voyez que les Anglais ont pleinement utilisé le programme européen de recherche. Je peux vous raconter à titre anecdotique que quand je suis devenu commissaire en juillet, en septembre, j'avais commencé à faire une réflexion et des papiers. Et j'ai été invité, les premiers pays qui m'ont invité, c'est la Grande-Bretagne. J'ai dû aller parler à Londres, où j'avais un texte de base, qui était le début du concept de l'espace européen de la recherche, qui était en français. Et donc, bon, je me suis exprimé dans un anglais qui n'est pas parfait, mais j'avais des slides, donc je n'ai pas eu de problème. Mais la salle me posait beaucoup de questions et je voyais des réponses. Bon, je sais des réponses. Mais moi, je n'avais pas de réponse à partir d'un texte anglais, j'avais mon texte français. Et le ministre, il avait un texte anglais. Et eux avaient tous le texte anglais. Je suis rentré dans mon bureau, et j'ai dit, ben, c'est malin, hein, vous m'envoyez à Londres, et vous ne me donnez pas le texte anglais, alors que tous les autres l'ont. Il n'existait pas. Il n'y avait pas encore de texte anglais, c'est les Anglais eux-mêmes qui avaient organisé la traduction du document français et qui l'avaient déjà distribué un peu partout. Donc, il faut bien mesurer que les Anglais ne sont pas très européens parfois dans leur stratégie, mais ils sont assez efficaces, hein, si je peux pas, même plus qu'efficaces, en tout cas dans ce domaine-là. Et donc, ils ont toujours voulu qu'on fasse beaucoup plus de recherche et d'innovation à l'échelle européenne, et ils soutenaient évidemment les budgets et les programmes. La seule chose qui était un peu embêtante, c'est qu'ils étaient d'accord d'augmenter nos budgets, mais ils ne voulaient pas augmenter le budget global. Alors, ce n'était pas tout à fait facile à négocier avec d'autres. Mais donc, les Anglais ont une recherche de qualité. Ils ont des universités prodigieuses comme Oxford, Cambridge, qui sont parmi les meilleures au monde. Et ils sont pour rester dans l'espace européen de la recherche. Ils sont pour rester. Mais ça va être un problème, parce que l'espace européen de la recherche implique aussi la libre circulation. Or, eux voudraient bien faire une espèce de libre circulation à la carte, c'est-à-dire qu'ils garderaient la libre circulation pour des gens très qualifiés, mais pas pour les autres. Et il y a eu le même problème avec la Suisse, qui vient d'être réglé, disons, oui, il a été réglé, mais parce que la Suisse avait aussi fait une votation qui ne permettait plus, disons, qu'ils réservaient les postes à leurs résidents. Et donc la Commission européenne et l'Europe a alors exclu la Suisse du programme cadre à un moment donné. Maintenant, ils viennent de rentrer à partir du 1er janvier. Mais donc, ce Brexit, ça va être un débat très général. Hein. C'est évidemment pas la recherche le point le plus essentiel, mais sur ce point-là, là, les Anglais sont tout à fait à vouloir rester européens, à vouloir participer. Alors donc, il va falloir trouver des modalités. Comment? Parce que ce serait aussi un peu dommage pour nous de nous priver d'un potentiel aussi important. Parce qu'en plus, il va aussi y avoir d'autres problèmes, c'est qu'ils participent pour le budget européen, jusqu'à, disons, leur participation au budget européen, elle va diminuer, donc il faudra alors trouver d'autres financements. La même chose à la BEI, parce que j'ai oublié de parler de la BEI, mais la Banque européenne d'investissement soutient assez bien l'innovation. Et les Anglais ont 16% de la BEI. Donc voilà, c'est un débat je vous invite à suivre, ça ne se fera pas en un jour, mais c'est important parce que ça risque d'arriver aussi à se superposer au débat sur le nouveau programme cadre. Et donc, il va y avoir là des questions importantes. Alors, rapidement, la numérisation et la globalisation, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais ça va être vraiment ce qu'on appelle le fair data. Findable, accessible, interopérable, reusable. Donc ça va être vraiment les clés, mais c'est lié à la mondialisation, hein, parce que ça va devenir quelque chose, je vais rapidement le passer ici, c'est quoi donc ça va être à l'agenda. Hein, et
mais que fait le partage de série par défaut pour la science pour 2020, mais c'est surtout le fait que c'est vraiment mondial, ça. C'est ça que je vais vous montrer. Il y a ce qu'on appelle le G20. Là, il y a le groupe Technologie et Innovation. Les rencontres du 4 novembre 2016, c'est à l'ordre du jour, au niveau du G20. G20, c'est la Chine, c'est tout le monde, c'est le monde. Nous sommes dans une mondialisation de la recherche, une mondialisation de l'économie. C'est un problème, évidemment, mais le nier, c'est une erreur, etc. Mais pas entrer dans le débat français, mais nier la mondialisation, c'est inconcevable. Bon. Et le G7, là, c'est plutôt les pays européens, sont déjà. Donc tout cela, à l'OCDE, tout ça est en mouvement. Tout ça est en mouvement, donc, de mettre notre recherche européenne au niveau mondial. Voilà. Alors, il y a aussi par rapport à ça, et j'en arrive maintenant au problème des chercheurs. Alors, le problème des chercheurs, c'est important qu'on en ait beaucoup, parce que la qualité et le niveau de notre recherche dépend du nombre aussi, avec bien entendu les plus qualifiés possibles. Mais donc là, il y a un nombre de chercheurs qu'il faut toujours encourager. À cet égard-là, la Belgique a pris quelques dispositions qui ne sont pas idiotes, par exemple sur les charges sociales par rapport aux chercheurs. Ça, c'est un dispositif qui nous a permis d'être, entre guillemets, compétitifs dans le domaine de la recherche. C'est aussi le fait que nous finançons aussi un peu les brevets. Donc, on a eu une politique à cet égard-là assez intelligente et évidemment, maintenant, il faut aussi refinancer parce que dans les deux éléments de financement, il faut bien distinguer, pour moi en tout cas, tout ce qui est fondamental doit être financé par le public. Alors, tout ce qui est appliqué, ben, il faut évidemment que les entreprises y contribuent et nous voyons que dans certains domaines, ils le font. À partir du moment où, si on a un potentiel de bons chercheurs, ce n'est pas par hasard que le GSK et tout ça sont venus se développer ici en Belgique parce qu'il y avait un potentiel humain de chercheurs de qualité. Et donc, la valeur, le potentiel humain de chercheurs d'une région et d'une nation va être un élément déterminant de son avenir. Et donc, il est important de favoriser le nombre de chercheurs, les doctorants, etc. Ça, c'est un des premiers points. Mais alors, il y a aussi l'évaluation. Alors, l'évaluation des chercheurs, ça, c'est une bouteille à encre assez extraordinaire pour le moment, parce que ça change, évidemment. Et c'est pour ça que je vous montre ce slide. C'est ce qu'on appelle maintenant les métriques responsables, c'est-à-dire les altmétriques pour la open science. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus le nombre, disons, on classe un peu les chercheurs par leur nombre de publications, etc., suivant les grandes revues, et ainsi de suite, pour engager quelqu'un, c'est un des paramètres clés. Eh bien maintenant, avec cette open science, il n'y aura plus de données comme ça qui donnent le nombre de recherches, etc. Ça va être tout à fait différent. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'algmétrique. C'est-à-dire que, par exemple, un bloc d'un chercheur va avoir peut-être plus de valeur que ses publications dans une prestigieuse revue. Donc, il y a là tout un travail qui est en train de se faire sur la question de l'évaluation. Avec aussi un point important, qui peut vous paraître un peu paradoxal, c'est le concept d'intégrité scientifique. Pourquoi? Parce que vous voyez, un chercheur maintenant a une valeur économique énorme. C'est un chercheur qui a une valeur économique. Et en plus, pour être financé, il doit aussi, parce que ça c'est aussi, on peut appeler ça une dérive, j'ai fait un document là, que j'ai avec moi en France, à une réunion des chercheurs. C'est une dérive peut-être qu'on doit mesurer. C'est que maintenant on finance par projet. On ne finance plus nécessairement les chercheurs comme tels, ils doivent avoir des financements, ils doivent concourir à des projets. Et donc, il y a là un mécanisme de compétition, il y a un mécanisme aussi qu'il faut publier vite, il faut avoir une forme de portefeuille, entre guillemets, des brevets, etc., dans les entreprises. Toutes les start-up, etc., elles ne vivent que de ça, de leur potentialité. Et donc, il y a pour le moment dans le monde, je ne crois pas qu'il y a des cas chez nous, mais il y a des cas de
manque d'intégrité scientifique des recherches. Et il y a ce qu'on appelle les poubelles. Il y a maintenant d'ailleurs un site sur le WeScience sur Internet où on voit des tas d'exemples de gens qui publient et dont ils n'ont pas vraiment vérifié la fiabilité de leurs recherches. Et même des magazines importants comme Nature Science publient des choses qui ne sont plus très reconnues par la suite parce qu'ils ne donnent pas nécessairement tous les éléments de la recherche, tous les éléments. Et donc, il y a ce qu'on appelle la falsification, il y a le problème de l'intégrité, et c'est devenu un problème politique majeur. La Commission européenne, disons les États, il y a eu un conseil scientifique où la question de l'intégrité scientifique est posée. Et c'est parce qu'on est dans des mécanismes où, évidemment, c'est struggle for life. Hein. Donc, il y en a qui abusent de ça ou qui veulent publier tellement vite qu'ils n'ont pas nécessairement fait tous les résultats. Et cela entre dans ce qu'on appelle la recommandation du chercheur de l'UNESCO. Il y a une recommandation de l'UNESCO qui date de 1974 pour le statut du chercheur. Alors, 1974, ça date un peu. Et donc, pour le moment, à l'UNESCO, il y a d'ailleurs tout un travail à définir une nouvelle recommandation pour les chercheurs. On se base entre autres sur ce qu'on a fait à l'Europe. On a fait une charte du chercheur à l'Europe. On a créé aussi Euraccess qui permet que les chercheurs de tous les pays européens peuvent postuler partout. Donc, on a ouvert la qualité, etc. Et donc, il y a là toute une démarche sur les chercheurs. Et je crois que c'est assez important parce que ce sont eux, disons, les moteurs. Ça restera toujours encore, évidemment, la dimension humaine de la recherche et la capacité de nos chercheurs. Je terminerai peut-être en disant, dans les perspectives et défis, un sujet que je développe longuement, mais dont je ne vais pas développer aujourd'hui, c'est le principe de précaution. Ce principe de précaution est un principe qui est né depuis 30 ans à peu près, dans les années 90, ou même pas, 25 ans. La première, disons, notion de principe de précaution dans un texte, c'est au sommet de Rio en 1992. Alors ce principe de précaution, ben, je dis clairement ce que j'en pense. Sur le fond, je suis tout à fait pour ce principe de précaution, mais sur son application, il y a beaucoup à en dire, parce qu'il y en a qui utilisent évidemment à tort et à travers le principe de précaution, et c'est évidemment un peu contraire à un principe d'innovation, parce qu'une innovation, c'est un risque. Un principe de précaution sans risque, c'est la mort de l'innovation. Donc certains parlent aussi de poser au principe de précaution un principe d'innovation. Alors c'est tout un débat que j'ai fait assez régulièrement, parce qu'il faut mesurer les avantages et inconvénients. Mais il est important parce que c'est surtout européen. Ce concept de principe de précaution n'est qu'une émanation philosophico-humaine de l'Europe. Les Asiatiques ne comprennent pas ça. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et donc, quand vous voyez aussi les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure, il faut savoir que, par exemple, quand on voit le débat sur les nanotechnologies, comment ils ont été vraiment très politiquement forcés en France, alors qu'ils avaient essayé de faire un débat, ce n'est pas très productif. Quand nous avons ici à Namur et à Bons des performances en nanotechnologie avec les matériaux nouveaux, quand on voit évidemment tous les efforts qu'il faut faire pour bien me démontrer la non-toxicité, ce qui peut être vrai, mais si on n'a pas créé le matériau, c'est un peu difficile de savoir qu'il n'est pas toxique. Mais bon, je ne vais pas entrer dans tout le débat, mais il y a là toute une démarche que nous devions bien mesurer par rapport à l'innovation, hein, parce que c'est un point important. Donc, c'est du bon usage du principe de précaution. Il y a 10 commandements de ça, c'est-à-dire que le principe de précaution ne doit pas être un principe d'abstention. Ça doit être un principe de recherche supplémentaire pour avancer, mais pas un principe d'abstention. Je n'en dis pas plus, mais là, la Commission européenne, je pense un peu, j'avais lancé l'idée déjà en 2000 sur la relation science et société, parce que c'était un point clé en Europe. La relation entre la science et la société a évolué. Bon, c'est aussi, on peut passer un débat d'1h30 là-dessus, je vais vous en parler longuement, mais il y a par exemple
et pour de multiples raisons. D'une part, parce que le monde économique s'est emparé de cette science. Quand vous voyez, par exemple, le rejet des OGM, ben, c'est lié un peu à Monsanto et à Terminator. Donc, il y a eu des effets, disons, inacceptable d'une certaine manière d'utilisation de la recherche scientifique et du développement. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a aussi une espèce de, comment dirais-je, de peur aussi par rapport au progrès. D'ailleurs, il faut remarquer, je ne sais pas si vous avez déjà constaté, c'est que le mot progrès, on n'utilise plus beaucoup. Hein. On utilise beaucoup plus le mot innovation, comme si le progrès n'est plus teinté d'une aura positive. Il est teinté de beaucoup de paramètres, mais bon, je ne vais pas faire tout un débat sur cette question, mais vous devez savoir que c'est une réalité. Et cette réalité, on essaie d'y répondre en créant de ce qu'on appelle des RRI, des recherches sur l'innovation, recherche et l'innovation responsable, parce qu'il faut mettre le concept de responsable dans. Et donc, les scientifiques eux-mêmes doivent entrer dans cette démarche que leur recherche est responsable. Et il y a des programmes qui sont financés, d'ailleurs, je n'en connais pas malheureusement beaucoup en communauté à Fédération Wallonie-Bruxelles, parce qu'il faut développer un projet, l'obtenir, et il y a donc sur l'usage, par exemple, de nanomatériaux. Donc on peut faire un débat citoyen, soutenir un débat citoyen, soutenir tous les aspects avec les sciences humaines. Je crois que là, on est vraiment dans des domaines d'interdisciplinarité, sciences dures, sciences humaines, et il y a des financements de projets. Il y a aussi le problème que l'Europe est très diverse culturellement. Ça, c'est un point clé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le faire aussi à l'échelle européenne, ces débats RRI. Quand vous regardez, par exemple, le nucléaire, la perception du nucléaire est assez totalement différente entre la France et l'Allemagne. Quand vous regardez les OGM, la perception des OGM est différente entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Flandre. Et elle est différente entre l'Espagne et d'autres pays et la Wallonie. Donc, il y a là des débats qui tiennent compte de nos histoires et de nos cultures. Moi, j'ai vécu ça avec les cellules souches aussi, où là, c'était plutôt des phénomènes philosophico-religieux qui jouaient avec des pays plus ou moins sensibles à ces pays. Donc, la recherche et le concept de science et société est important. Et pour terminer aussi, c'est le financement. Alors, le financement, j'en ai déjà parlé. Le fondamental doit rester des pouvoirs publics, parce que faut pas, les entreprises veulent à juste titre, c'est pas leur, c'est un rendement, ils veulent un retour sur l'investissement. On a vécu ça avec le programme Galileo. On avait cru à la Commission européenne qu'on allait pouvoir financer Galileo uniquement par l'industrie 50-50. Ben, l'industrie n'a fait pas des investissements en 20 ans. Donc on a dû reprendre l'investissement de Galileo par les pouvoirs publics. Donc les pouvoirs publics doivent continuer à faire de la recherche un domaine fondamental. Et l'innovation, alors l'innovation, ça c'est justement le point clé, il faut augmenter les fonds de capital à risque. Et il y a une initiative qui est d'ailleurs prévue par... une initiative qui est prévue sur le capital à risque de 1,5 milliard que la Commission MEDAS va annoncer maintenant, qui sera une innovation. Non, ceci, c'est les conclusions. Je termine sur l'innovation. Il y a 1,5 milliard qui vont servir à soutenir des fonds d'investissement qui sont faits ici. Et ici, en Belgique, maintenant, même en Fédération Wallonie-Bruxelles, on doit être assez satisfait de voir qu'il y a quand même des fonds qui se créent. Il y a des fonds d'investissement la démarche commence, elle n'est pas encore très développée par rapport aux États-Unis, mais comme je vous avais montré les chiffres, on est à 5 fois moins, donc on a beaucoup à rattraper, mais ça existe et ça se développe, et donc l'Union européenne va soutenir, si on peut dire, ces fonds. C'est-à-dire si les gens mettent 50 millions, il y a un bel exemple de fonds qui vient d'être profitable, c'est avec la biotechnologie à Gosselies, avec Orgea, qui est une entreprise de biotechnologie, qui vient d'être prise par des Japonais pour 800 millions d'euros. Donc, c'est ça un peu. Dans ces 800 millions d'euros, ben, quels sont ceux qui ont financé jusqu'à présent? C'est la SRIW et un fonds. Et ces fonds vont, évidemment, quand ils vendent un truc, ils vont faire une plus-value extraordinaire. Il faut qu'ils les gardent, évidemment, dans d'autres
structure, de fond, etc. Alors, pour les conclusions, rapidement, je rappelle que la priorité pour l'Europe, c'est le triangle d'or, éducation, recherche, innovation, que c'est une valeur, la recherche. Elle est dans la Charte des droits fondamentaux de l'Europe. Il y a un article important de la Charte des droits fondamentaux de l'Europe qui dit « La science et l'art sont libres ». Ça, c'est très, très important. On ne peut pas aimer la science et l'art libre. C'est d'ailleurs ça un peu important aussi, parce qu'il y a tendance parfois maintenant à demander la finalité sociale d'une recherche. Et même, bon, je ne fais pas de politique politicienne ici, mais le ministre Nollet avait fait dans son décret sur la recherche l'élément qu'il fallait, dans son dossier, présenter la finalité sociale de sa recherche. Alors, je suis d'accord qu'on présente des finalités sociales d'une recherche en recherche appliquée, mais pas en recherche fondamentale. Et donc là, il y a eu heureusement une bonne levée de boucliers des scientifiques, et moi je l'ai contribué aussi, et donc on n'a pas obligé, par exemple ceux qui postulent pour un mandat FRS, FNRS, etc., ne doivent pas justifier la finalité sociale de leur recherche. Parce que donc, mais ça, c'est la charte des droits fondamentaux, et c'est très important aussi par rapport à des questions philosophiques ou religieuses. Dans certains endroits, on brimerait la recherche pour des finalités sociales qui ne seraient pas bien définies. Alors, il y a quand même quelque chose que je veux dire, c'est que dans le débat sur l'Europe, il faut qu'on sache et qu'on répète qu'il y a une valeur européenne mondialement reconnue. C'est que l'Europe est à la pointe du développement durable, à la pointe de la lutte contre le changement climatique. Et ça se fait grâce aussi à des soutiens de la recherche dans le changement climatique et le développement durable qui n'existent pas ailleurs. Donc il faut quand même, quand vous parlez d'Europe, on ne doit pas toujours voir l'Europe avec ses aspects un peu bureaucratiques et contraignants. On doit voir aussi la grande force que représente l'Europe dans le monde entier. Vous voyez maintenant avec Trump sur le climat, ben, heureusement que l'Europe est là, hein, parce que autrement on risquerait d'aller contre, évidemment, la pensée scientifique. Et donc dans les défis sociétaux, ben, on ne va pas résoudre des problèmes sans davantage de recherche et d'innovation, le vieillissement, l'énergie, tout le problème de l'énergie, tout le problème de l'eau, dont on ne parle pas assez. L'eau est peut-être un des éléments clés des enjeux géopolitiques de demain, mais c'est par la recherche et l'innovation. La désalinisation des eaux de mer, c'est de la recherche et de l'innovation. Nous avons des potentialités assez importantes. Et donc, je termine simplement en disant que, bon, j'ai fait un tableau ni gris, ni noir, ni béat, et je vais simplement dire qu'il faut être vigilant dans les mois qui viennent, simplement aussi pour l'Europe, ça c'est peut-être le premier point, et puis à l'intérieur de l'Europe pour la recherche, parce que c'est notre seul avenir.